Il y a une phrase sur les réseaux sociaux qui était très, très intéressante, assez crue, qui disait: c'est pas avec les cons d'hier qu'on va faire le monde de demain. Bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti en voyant l'affaire Sarkozy. C'est-à-dire que des gens qui viennent à applaudir un ancien président de la République qui a trahi les Français en 2008 avec le traité de Lisbonne, qui a vendu notre or, qui a bien profité de l'affaire DSK, entre autres, qui s'est bien occupé de Muammar Kadhafi de la façon dont on imagine tous, qui, dans le jugement, et d'ailleurs le jugement, je l'ai dans mes favoris, puisque Blast a sorti le jugement, la copie intégrale qui fait 380 pages, et on me dit oui, mais c'est pas pour ça qu'il a été mis en prison, c'est pas pour l'affaire de Lisbonne. Alors je le rappelle, je suis parfaitement au courant de pourquoi il a été mis en prison, mais pour autant, Monsieur Sarkozy a supprimé le crime de haute trahison. Il faut pas oublier ça, parce que trahir un référendum, c'est un crime de haute trahison. Et d'ailleurs, c'est passible d'une destitution. C'est-à-dire que aujourd'hui, une destitution, en fait, c'est ce qu'il aurait dû avoir, et il aura dû avoir prison, peut-être même à perpétuité. J'ai repris le code pénal avant l'émission, et sur Internet, on regarde que la trahison de son pays, depuis 1984, dans le code pénal, c'est inscrit aux articles 411-4 et 5, et que c'est considéré presque comme de l'intelligence avec l'ennemi, et que c'est passible de 30 ans de détention criminelle et 450 000 euros d'amende. Donc limite, ce qui vit là, c'est presque pas grand-chose à côté. Mais en plus de ça, page 18 du jugement, je l'ai survolé le jugement, parce que je m'en suis occupé aujourd'hui. Je l'ai lu vraiment en vertical, en horizontal, mais vraiment à l'arrache. Mais page 18, Sarkozy était accusé d'association de malfaiteurs à compter de 2005. Donc, il n'était pas encore président, il était ministre de l'Intérieur à l'époque, avec les fameux couvre-feux, vous savez, Clichy-sous-Bois, avec les émeutes de 2005. Il a été soupçonné aussi de corruption passive de 2005 à 2011, de recel de détournement de fonds publics à partir de 2005, de financement illégal de campagne électorale. Alors la justice a dit qu'il y avait incompétence du tribunal, rejet, etc. Donc il a accusé seulement d'association de malfaiteurs, mais il faut voir aussi les casseroles qu'il avait avec son équipe. L'affaire Bettencourt avec Éric Woerth, l'affaire Hortefeux, etc. Et donc, ça correspond tout à fait à notre sujet de ce soir en réalité, parce que quand on voit que certains considèrent que parce qu'il a été président de la République, il n'a pas le droit, il n'y a pas de possibilité d'enfermer en prison un prisonnier, même comme Sarkozy, c'est là que je me dis qu'il y a un syndrome de Stockholm qui est très grave, qu'on est dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que Monsieur Sarkozy, il a aussi permis l'arrivée de Macron au pouvoir. Parce que Sarkozy et Hollande fusionnés, ça fait Macron. Et c'est lui qui conseille encore Macron aujourd'hui. Et là, Macron va peut-être l'aider à ne pas faire beaucoup de prison, parce que en coulisses se trame peut-être une grâce présidentielle, parce que Macron en a tout à fait la possibilité. Et donc, de ce fait, on voit bien que pendant ce temps-là, bah, vous êtes SDF et vous volez dans une poubelle, vous prenez 4 mois ferme. Damien Tarel qui a foutu une claque à Macron, il a pris 4 mois ferme et il a pris jusqu'au dernier jour. Qu'un pédocriminel, par contre, il peut dormir tranquille. Que le magistrat qui a vendu sa fille de 12 ans sur Internet avec la complicité de sa femme magistrate aussi, il a que 6 mois de bracelet électronique, 6 mois de sursis bracelet électronique. Et que certains pédocriminels qui sont sur les plateaux télé ou qui sont animateurs télé ou qui ont même été à TF1, je ne citerai personne, mais Off Investigation a fait un très bon travail là-dessus, ça passe. Il y a prescription. On ne peut pas s'en occuper. Que M. Duhamel, qui a été au dîner du siècle, président du dîner du siècle, eh bien, prescription, vous savez, c'est passé, c'était dans les mœurs de l'époque. Moi, j'ai encore des gens, parfois, de 70, 80 ans, qui me disent oui, mais vous savez, monsieur Bouvier, vous ne pouvez pas juger a posteriori. Vous regardez avec le regard de 2025. Non, je regarde avec le regard de quelqu'un qui a toujours dit qu'on ne touchait pas aux enfants. La société française est traumatisée. Nous sommes en état de traumatisme total. D'abord, nous sommes bien sûr divisés entre ceux qui ont compris, même plus ou moins, on n'est pas obligé d'être un exégète de la crise du Covid non plus, mais entre ceux qui ont compris au moins une partie des manipulations, des excès, de la maltraitance, puisque c'est le mot qui convient, et ceux qui se disent mais tout s'est bien passé, ils ont fait au mieux de ce qu'ils pouvaient et on continue comme si de rien n'était. Ces deux sociétés ne peuvent pas, enfin elles coexistent pour l'instant et je trouve que les gens mettent beaucoup d'intelligence quand même là-dedans, mais elles ne peuvent se réunir et aller de l'avant que par la vérité.
Et c'est bien ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent que nous soyons divisés à tout prix, hein, chrétiens contre musulmans, vaccinés contre non vaccinés. La division permet d'augmenter le contrôle sur les populations. Donc nos gouvernants souhaitent qu'on ne revienne pas sur ce sujet et que nous restions divisés. Mais en tant que peuple, ça n'est pas possible. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais je partage totalement l'avis de Louis Fouché qui dit il faut des griots, hein, et j'aime bien comme il dit ça, c'est ce qui existait au Moyen-Âge, c'est-à-dire des gens qui vont continuer de parler de ça. Tant qu'il n'y aura pas au niveau national que la vérité ne sera pas dite, il faut continuer inlassablement. Alors on changera, hein. Moi je pense que peut-être dans quelques années j'en aurai assez. Les personnes qui sont là depuis 5 ans, certains ont arrêté parce que c'est extrêmement lourd de tenir sans arrêt cette posture et ce discours, mais il faut qu'il y ait du relais. Il y a une nouvelle génération et j'espère que dans 5 ans, si la justice et la vérité n'ont pas été dites, il y aura encore une nouvelle génération. Il ne faut pas cesser et aussi, il ne faut pas abandonner les gens qui sont dans la souffrance. Notre conscience de ce qui s'est passé, c'est leur avenir et c'est leur espérance d'aujourd'hui. C'est leur possibilité de voir un bout du tunnel. Donc c'est une solidarité minimale à avoir. Donc j'ai fait ce livre, alors je ne parle, tout mon livre ne reprend pas seulement la crise Covid bien sûr, mais bien sûr j'ai voulu reprendre avec un angle un petit peu d'analyse psychologique pour que les personnes aient des éléments très concrets parce que j'ai beaucoup de commentaires qui me disent ah ben on est content que vous ayez écrit ce livre parce que on avait senti plein de choses qui n'allaient pas, mais on n'avait pas toujours mis les mots ou compris l'esprit, les intentions qui sont derrière. Et c'est ça qui est important. Non seulement se souvenir de ce qui a été, il y a un devoir de mémoire. Je vous fais remarquer d'ailleurs que jusqu'à présent, dans la société française, on ne cessait avant la crise de nous rebattre les oreilles des devoirs de mémoire divers et variés, et d'ailleurs en partie, comme je viens de le dire, c'est une bonne chose, bien sûr, mais là, le devoir de mémoire sur le Covid, il n'y en a aucun, comme s'il n'y avait pas eu de victimes. Or, ils nous ont dit qu'il y avait eu tellement de victimes. Il y a eu énormément de victimes, mais pas celles qu'ils nous ont dit qu'il y avait. Mais celles-là, on n'en parle pas. Donc, on a un devoir de mémoire, continuer à en parler, continuer à témoigner, continuer à dire, et continuer surtout à chercher que justice soit faite et vérité soit dite. Et ça peut être le travail d'une vie, c'est pas grave. Tant qu'il y aura des gens pour s'en souvenir, ce sera important de le faire. Et je suis persuadé à terme que, bien sûr, la vérité sera révélée. La vérité finit toujours par être révélée, surtout dans un monde de communication. Et même s'ils essaient de ligoter les réseaux, ils ne pourront pas empêcher l'information de circuler. Tu vois, Maffezoli le disait bien aussi, il a été professeur en Sorbonne pendant presque 40 ans, et puis forcément, c'était une époque où quand tu étais en chaire, tu avais une connaissance, tu t'étais formé avec des maîtres, tu avais accès à un ensemble de références auxquelles les autres n'avaient pas accès, et donc tu transmettais savoir. Et c'était très noble, c'était très important. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à tout. Toute la connaissance est accessible. Et ça, je trouve extraordinaire. Donc, par exemple, oui, les médias mainstream font des blocages, les politiciens cautionnent des horreurs, mais en attendant, si tu vas écouter des gens parler sur la situation en Palestine, tu trouves une kyrielle d'intellectuels juifs israéliens de top niveau qui te déconstruisent toute la propagande sioniste. Papet, Absolument, absolument, tout à fait, Schlaim et d'autres. C'est des gens mais brillantissimes. Et ça circule, ça circule. Alors qu'est-ce que tu veux arrêter ça avec des... Et puis d'ailleurs, on prend cet exemple, la presse mainstream, mais plus personne ne les lit. Moi, Le Temps, ID News et 24 heures, mais me font rigoler. La RTS aussi, c'est fini, c'est Chaupantin, quoi. C'est voilà, c'est les mammouths en voie d'extinction qui sont à moitié morts dans la toundra en Sibérie, puis qui s'imaginent encore être au sommet du game, mais c'est fini. Et puis tant mieux, parce qu'ils sont devenus tellement toxiques, mauvais et mauvais pour la collectivité, que c'est une très bonne nouvelle que ça termine. Plein de médias indépendants ont le vent en poupe, mais surtout, il y a un affranchissement de toutes ces limites qui pouvaient nous imposer quand ils pouvaient encore avoir le monopole de l'information ou des leviers. Et on voit jusqu'où ça va. Tu sais, en France, maintenant, ils veulent, par exemple, interdire aux gens d'avoir des poulaillers chez eux. De plus, si tu as plus de 15 mètres carrés, tu dois avoir des autorisations de l'État pour ceci, cela. La récupération de l'eau de pluie, ça pose problème. Tu dois avoir des autorisations. Donc, tu vois, tu sens que dans leur délire paranoïaque, ils veulent nous garder dans un filet. Mais comme toi, je pense que de toute manière, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur un navire en train de couler et que
Le vrai monde est déjà en train de naître. La question concrètement, c'est est-ce qu'une révolution n'est pas envisageable et elle ne serait pas une bonne chose parce que les révolutions conduisent toujours sur pire que ce qu'il y avait avant, pire que ce qu'il y a maintenant. Il faut vraiment avoir une bonne imagination pour l'envisager. Mais le processus sera plutôt celui d'une sécession. Les gens qui arrêtent de jouer le jeu. Alors, pas de confusion, hein. On a applaudi au moment où il a annoncé la suspension de la réforme des retraites, et c'est bien normal, parce que c'est une immense victoire pour le mouvement social. C'est d'ailleurs la première victoire pour le mouvement social depuis le CPE en 2006. Jamais la rue, finalement, le mouvement avait réussi à obtenir le retrait d'une réforme. Nous avons réussi à faire. Oh, c'est tellement culotté de dire ça. C'est tellement culotté. Je ne sais même pas par où commencer, tellement rien ne va. Peut-être on peut commencer par le commencement, en notant que, déjà, 1, ça n'est pas un retrait, c'est une suspension, donc c'est pas la même chose. Et 2, ça n'est justement pas le mouvement social, c'est-à-dire le peuple qui a été écouté. C'est des mois et des mois et des mois plus tard, après avoir bloqué le pays, après nous avoir fait attendre 1 an et 2 mois avec des gouvernements macronistes successifs qui tous ont été raidis sur la poursuite de la réforme des retraites. Après tout ça, c'est contraint et forcé voir le gouvernement opérer un renoncement qu'ils auraient dû accepter, mais des mois plus tôt. Tout le problème, c'est que c'est pas le mouvement social qui a obtenu ce retrait. Alors même que, au moment du mouvement social, on le répète et on le répétera toujours, il y avait tous les syndicats qui étaient opposés à la réforme, il y avait des millions de Français qui étaient dans la rue, qui étaient opposés à la réforme, il y avait 60 à 70% des Français qui rejetaient la réforme, et il y avait même une majorité de parlementaires qui rejetaient la réforme. Le mouvement social, il a été ignoré, il a été piétiné, il a été réprimé, parce qu'on rappelle qu'au moment des retraites, il y a eu des violences ou du moins des brutalités policières, il y a eu des manifestants malmenés, il y a eu des manifestants blessés, donc le mouvement social n'a pas été écouté, le mouvement social n'a pas eu gain de cause, le mouvement social a été piétiné par le gouvernement. Donc tu peux pas dire ça. C'est pas une victoire du mouvement social, c'est une victoire tardive et partielle des élections. Donc, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence très partielle et très tardive des élections de juillet 2024, lors desquelles la politique macroniste a été largement, violemment et nettement rejetée par les Françaises et les Français. Donc déjà, l'analyse de Philippe Brun, elle est éclatée au sol. C'est-à-dire que déjà, genre, frérot, aucun rapport. Rien à voir, rien. Si tu veux parler d'une victoire du mouvement social, alors il y a effectivement le CPE, projet voté, promulgué et immédiatement abandonné. C'est une victoire dans la rue du mouvement social, en l'occurrence le mouvement social de la jeunesse, contre Dominique de Villepin. Effectivement, le CPE a été balayé par un mouvement social qui en a eu raison, c'est tout à fait vrai. Par contre, Philippe, il y en a un autre quand même de mouvement social entre les deux qui a eu gain de cause. Non, on se souvient pas de... Les lois El Khomri, hein, les lois travail de Myriam El Khomri, là. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mouvement social avec plusieurs centaines de milliers, même plusieurs millions de personnes dans la rue? Un mouvement social qui a d'ailleurs eu gain de cause à l'époque, puisque... Je le rappelle, puisque manifestement, ça a échappé à Philippe Brun. Voilà, je rappelle que la loi El Khomri, elle a été très largement vidée de son contenu. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans la rue, et que la rue a eu gain de cause. Donc, la dernière fois que la rue a fait plier un gouvernement, c'est pas le CPE contre le gouvernement de droite de Dominique de Villepin. La dernière fois que la rue a fait plier un gouvernement, c'était le gouvernement de François Hollande avec les lois travail de Myriam El Khomri, contestées très largement par le peuple. Tellement contestées et tellement de droite comme réforme que celui qui l'a mise en œuvre derrière, c'est Emmanuel Macron. Vu qu'on n'a aucun souvenir, on est tous passés par là. Oui. Nous n'avons, sauf rare exception, il y a des gens qui disent avoir des souvenirs de leur naissance. Oui. Aucun souvenir de cela. On pourrait imaginer qu'on n'a pas de conscience à ce moment-là et que finalement, on n'est pas impacté par ce qu'on vit quand on est. Est-ce que tu dirais que c'est le contraire? Ah, complètement. Je suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Je pense que c'est tout le contraire. Je pense que, comme disait Steiner, on est 100 fois plus sensible. Donc, nos perceptions sensorielles sont multipliées fois 100. Donc, c'est parce que on dit ça parce qu'on n'a pas le langage et la capacité de nous exprimer de manière rationnelle. Mais tout vient s'imprimer cellulairement. Donc là, on crée notre capital cellulaire.
au moment de notre gestation, bien sûr, mais aussi au moment de la naissance. Donc, si on prenait soin des mères pendant cette période de grossesse, si elles avaient vraiment une place sacrée, une place exceptionnelle dans la société, si elles étaient déifiées, ce serait complètement différent. Et si cette naissance était vraiment soutenue comme quelque chose de... un acte d'un grand respect, c'est quand même l'acte le plus fou que l'humanité puisse faire quand même, créer un autre être. Donc c'est une performance inégalable, même les plus grands athlètes, oui, alors on peut les encenser et les mettre sur le podium avec une médaille, mais toutes les femmes de l'humanité depuis la nuit des temps devraient aussi toutes avoir une médaille et être honorées, enfin avoir ce titre honorifique, et les hommes et les femmes se considéreraient différemment. Et que tout soit fait, que ce soit dans le milieu du travail, pour que ce temps-là soit soutenu et chéri, vraiment chéri, choyé. C'est vrai qu'on la société a banalisé la naissance, ce travail de la grossesse, ce que ça représente pour un être humain, pour la femme.